Bonsoir à tous, bienvenue cette semaine dans Lumière Intérieure. J'ai le plaisir de recevoir une chef de renommée internationale, une femme multi-étoilée. Elles ne sont pas nombreuses dans ce domaine et à ce niveau d'excellence. Elle vient de recevoir une deuxième étoile au Michelin et sort un livre de recettes compilant des recettes qu'elle a conçues et réalisées durant le premier confinement. Des plats roboratifs et chaleureux, réconfortants en cette période. Hélène Darroze est notre invitée ce soir. Bonsoir Hélène Darroze. Bonsoir. Tout d'abord, bravo. Je crois que ça s'impose. Une deuxième étoile au Michelin pour votre restaurant parisien à Marsan. Je vais y arriver. Vous êtes contente, fière, bien sûr, heureuse. oui, bien sûr, très, très heureuse, très contente pour moi, pour mes équipes, pour le restaurant, pour la profession, pour les femmes. On est très... oui, c'est quelque chose qui nous remplit de bonheur. Surtout dans cette période, j'imagine, un petit peu compliquée, alors que vos restaurants sont fermés pour l'instant. Ouais. Et en plus, voilà, c'est vrai que se sentir soutenu, encouragé, comme ça, dans une période si difficile, c'est vrai que... Voilà, c'est dommage qu'on ne soit pas ouvert pour l'honorer à 100%, mais bon, bientôt, dans quelques semaines, on espère. Vous allez quand même faire une petite fête, en tout cas, à vos équipes, vous allez sûrement... Bien sûr, on va se retrouver pour fêter ça, oui, oui, bien sûr, avec déjà aussi, enfin, avec mes équipes, bien entendu, et puis avec mes amis, oui, c'est quand même des choses qui se fêtent, c'est sûr. On est d'accord. En tout cas, vraiment, bravo, parce que vous le méritez et la profession mérite d'être mise en valeur comme ça par votre biais, mais par d'autres, parce que vous n'êtes pas la seule qui a reçu une étoile avec cette édition du Guide Michelin. Alors, on va parler de votre autre actualité. C'est ce livre de recettes publié au Cherche Midi qui s'appelle « Chez moi ». Ce sont des recettes que vous avez conçues et réalisées chez vous durant le premier confinement. Et c'est vrai qu'en fait, on a l'impression que plus qu'un livre de recettes, c'est un peu une plongée dans votre intimité, parce qu'on vous voit cuisiner avec vos filles et qu'il y a des recettes qui sont assez sophistiquées, mais d'autres qui sont assez simples, en fait, il y a une large gamme. C'est vraiment la cuisine de tous les jours, enfin, de tous les jours. Alors, selon Hélène Darroze, parce qu'il y a quand même des plats qui sont assez pointus. Peut-être pas pour tout le monde, mais voilà, c'est de la cuisine que je faisais à mes filles pendant toute cette période du confinement. Et puis après, parce qu'il y a un deuxième tome qui va sortir, qui va être sur l'été, le printemps et l'été. Et voilà, c'est toute cette période un peu bizarre, trouble, où je me suis beaucoup trouvée à la maison, ce qui pour moi n'est pas très commun. Et où l'exutoire, ça a été un peu de continuer à cuisiner, de cuisiner pour la famille, pour les amis, une fois qu'on a été déconfinés. Et ça, voilà, j'ai fait beaucoup de recettes, j'ai fait beaucoup de photos du coup, j'en ai posté pas mal sur les réseaux sociaux. Et à la fin, mon éditeur m'a dit, mais voilà, et on peut pas ces photos-là, ces recettes-là, il faut en faire quelque chose. Et d'où le premier Chez moi qui est sorti et qui sera sans doute suivi d'autres Chez moi, voilà. Alors pourquoi ces recettes en particulier? On a des recettes qui sont vraiment ancrées dans votre terroir du Sud-Ouest. On a une recette qui sent l'Asie. Enfin, voilà, oui, alors des recettes qui sentent l'Asie, il y en avait beaucoup plus. Mais c'était pas le sujet. Près, oui, mais j'en ai cuisiné beaucoup plus, on va dire. J'imagine. Voilà, mais c'était pas l'objet. Enfin, je sais pas si ça allait parler à beaucoup. Et puis parce que c'est vrai que voilà, moi j'aime beaucoup l'Asie. Mes petites filles sont nées au Vietnam, donc elles aussi, elles aiment beaucoup la cuisine asiatique. Mais voilà, on a choisi de pas trop en mettre, on n'en a mis qu'une, voilà. Mais voilà, c'est des recettes des recettes qui, je pense, sont... Voilà, c'est de plats qu'on met comme ça au milieu de la table et qu'on partage. C'est des recettes de partage, de générosité, voilà, on donne de soi, on donne du bonheur. C'est des plats mijotés qui sont pour on imagine, une grande tablée. Voilà, oui, ce sont des plats qui en général prennent un peu de temps pour faire. Certains pas, mais c'est vrai que c'est des plats, moi j'aime bien les choses cuisinées assez longuement, assez mijotées. C'est tout à fait ça. Vous avez dit, et c'est vrai qu'on le réalise quand on suit un peu votre carrière, que vous avez passé beaucoup de temps chez vous durant ce premier confinement parce que les restaurants étaient fermés et parce qu'on était tous confinés. On n'avait pas le choix. Chez nous. Mais ce n'est pas votre habitude. Vous êtes une femme hyper active entre vos deux restaurants parisiens et votre restaurant à Londres. Tout d'un coup, se retrouver chez soi, vous l'avez vécu comment ?
Alors, s'il y avait que Londres et Paris, ce serait même presque super, quoi, parce que, mais il y a beaucoup de voyages, c'est vrai, à l'étranger, où je suis sollicitée, où je fais des événements, des dîners, etc. Et je me suis rendu compte, justement, que j'en faisais peut-être un peu trop. M'arrêter comme ça, prendre une pause, ne pas avoir une vie aussi compliquée, c'était pas mal. Et voilà, c'est sûr que c'était... Moi, j'avais jamais vécu ça. Faut prendre le petit déjeuner, le dîner avec mes filles. Ça n'arrive qu'en vacances, quoi. Donc, de l'avoir fait comme ça sur une certaine durée, avoir pris le temps de regarder des séries, de lire des livres, d'écouter de la musique, c'est des choses qui m'étaient pas arrivées depuis très, très, très longtemps. Et ça fait du bien. Ça fait aussi réaliser que peut-être des fois, on oublie un peu l'essentiel. Donc, c'était important pour moi. Il y a eu des prises de conscience. C'est vrai, qui vont aboutir sur des décisions concrètes. Vous avez dit que vous alliez un peu ralentir. Oui, je vais ralentir, je vais sans doute plus déléguer, plus faire confiance à mes collaborateurs. Pour ceux qui connaissent Hélène Darroze, la notion de délégation, c'est une révolution. Je ne suis pas encore prête à déléguer, mais je pense que quand même, il faut que je responsabilise plus mes collaborateurs qui sont là depuis un certain temps, qui n'attendent que ça, qui ont besoin de s'affirmer aussi. Et il faut vraiment que je passe maintenant par cette étape-là et qui va, moi aussi, m'apprendre à m'ouvrir à d'autres choses. Ça va être super. Vous avez acquis une forme de sagesse. Alors moi, j'aimerais, dans ce livre, on retrouve deux de vos amours, et là je ne parle pas de vos filles, je parle de la graisse de canard et du piment d'Espelette. Pourquoi est-ce que vous attachez un amour, une affection si particulière à ces deux ingrédients? Ça, c'est culturel, c'est très, très culturel. Moi, je suis née dans le sud-ouest de la France, un peu de sang basque et beaucoup de sang landais. Et là-bas, on cuisine avec de la graisse de canard, on cuit avec de la graisse de canard et on assaisonne avec du piment d'Espelette. Donc, c'est juste mes racines, mes origines qui font que, voilà. Moi, j'ai découvert le piment d'Espelette avec vous. Bon? Oui, je ne connaissais pas. Alors, pourtant, moi, je suis née à Bayonne, mais vous voyez, je suis partie très vite après dans le nord de la France. Et c'est vrai que le piment d'Espelette, pour moi, c'est associé à Hélène Darroze. Vous avez conscience de ça Oui, je crois que quand je suis arrivée à Paris, il y a 22 ans maintenant, et que j'ai commencé à vraiment faire connaître le piment, oui, je pense que je lui ai donné un peu ses lettres de noblesse. C'est vrai que c'est moi qui l'ai un peu mis dans la cuisine gastronomique. En tout cas, je crois que je lui ai ouvert beaucoup de portes, ouais. Comment est-ce que vous expliquez que durant le premier confinement, on a vu autant fleurir, vous le disiez, sur les réseaux sociaux, alors pas seulement des recettes de chefs ou des chefs au fourneau chez eux, mais aussi plein de Français qui se sont mis à la cuisine. Qu'est-ce que la cuisine a de particulier pour que tout d'un coup les Français se découvrent cet amour pour le savoir-faire, pour le faire faire chez soi? Moi, je ne sais pas, mais le moment de passer à table, ce moment de partage, c'est quand même un moment de se retrouver autour d'une table, partager autour d'une table, c'est un moment de réconfort, je sais pas, ça me semble. Je crois qu'à cette période-là, c'était quand même assez essentiel de se serrer les coudes. Et bon, en France, une façon de se serrer les coudes, c'est justement en se retrouvant autour d'une table. Regardez, un enterrement, ça finit toujours par une bonne bouffe. Signer un contrat, ça finit toujours par une bonne bouffe. Et je pense qu'à ces moments-là, ces choses-là importantes, et puis de cuisiner aussi ensemble, parce que je pense que les gens ont beaucoup cuisiné ensemble. Il n'y avait pas que le fait de manger, de déguster. Je pense que se retrouver dans la cuisine et revenir à des choses assez élémentaires, je pense que ouais, c'est vrai que tout le monde le dit, quoi. Tout le monde a beaucoup cuisiné, tout le monde a beaucoup partagé autour de la cuisine de toute façon, il fallait bien faire quelque chose à un moment donné. Donc, enfin, moi, je suis en tout cas très heureuse que moi, je postais des recettes tous les jours et je voyais mon nombre de followers qui augmentait, parce que les gens étaient intéressés par ça, quoi. Et encore aujourd'hui, on me dit des recettes. Je crois que la cuisine, c'est quelque chose qui est un peu l'essentiel du français, quoi. Donc, ce confinement-là, cette période un peu difficile, je pense qu'elle a fait réaliser à tout le monde qu'on avait besoin de revenir à l'essentiel. Vous venez de recevoir une deuxième étoile. Vous avez déjà eu une deuxième étoile auparavant. Vous l'avez perdue. Vous savez à quel point c'est un travail énorme d'obtenir cette récompense et à quel point il est facile de la perdre. Vous n'aimez pas qu'on vous appelle chef.
on se dit qu'avec votre entrée dans le monde de la cuisine, il y a 22 ans, quand vous êtes arrivée femme dans ce monde très masculin, vous avez un peu révolutionné les codes. Est-ce que vous avez ce sentiment-là aussi ? Enfin, certainement, parce que beaucoup de collaborateurs me l'ont dit à cette époque-là. C'est vrai que voilà, le fait que moi j'ai demandé tout de suite à ce qu'on ne m'appelle pas chef mais qu'on m'appelle Hélène dans mes cuisines, même encore aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent pas certains de mes collaborateurs n'y arrivent pas parce que c'est pas comme ça se passe pas comme ça. Mais moi, tout ce côté hiérarchique un peu militaire qu'on donne à notre métier, c'est pas quelque chose qui me correspond. Voilà, tout simplement. Donc, je préfère prendre les choses beaucoup plus naturellement et simplement. C'est mon point de vue. C'est comme ça. C'est votre sensibilité personnelle parce que en fait, c'est quelque chose que vous avez parfaitement assumé, cette sensibilité qui est la vôtre. Moi, je considère mes collaborateurs et ma cuisine comme ma maison et ma famille, quoi. Donc, on a des rapports et justement, ceux qui ne rentrent pas dans ce moule-là, ceux qui n'arrivent pas à rentrer dans ce moule de on est une famille et voilà, ça marche pas très très bien. Donc, il n'y a pas de raison qu'on m'appelle chef. Il n'y a pas de raison que quand il y a quelque chose qui va pas, ça se passe dans les cris ou dans le stress et les tensions. Je dis toujours, on fait une bêtise, allez, on la reconnaît, on essaye de la réparer ensemble pour pas la refaire. C'est ma façon de voir les choses. Merci Hélène Darroze. On arrive à la fin de la première partie de cette émission. Je rappelle quand même le titre de votre livre de recettes. Il doit donc être suivi d'autres chez moi, donc aux éditions du Cherche Midi. Le principe de la deuxième partie de cette émission, c'est qu'on va vous proposer des mots qu'on a choisis pour vous, parce qu'ils vous ressemblent, ou en tout cas qui font écho à des parties ou des périodes de votre vie. À vous, à charge pour vous de les commenter. À tout de suite. Tout va bien ? Oui. Donc le principe de cette deuxième partie, c'est que je vous propose des mots à charge pour vous de me dire ce qu'ils vous inspirent. Le premier de ces mots, c'est plaisir. Plaisir, j'espère que c'est quelque chose que je suscite en permanence quand on vient chez moi. J'aime donner du plaisir, j'aime donner du bonheur. Donc voilà, on vient chercher ça chez moi. C'est pas facile, c'est un gros challenge. En tout cas, c'est donner du plaisir à quelqu'un, c'est une vraie responsabilité. Et voilà, donc j'espère que j'y arrive bien. Et puis moi aussi, de temps en temps, j'aime me prendre des petits plaisirs comme ça. Ils sont souvent simples, mais moi aussi, ça me parle énormément, quoi. Hein. Ça fait partie de mes desiderata, en tout cas. Quels sont les petits plaisirs d'Hélène Darroze ? D'abord, c'est d'être avec les gens que j'aime, mes filles d'abord, et mes amis, ma famille, cuisiner pour eux. Ça peut paraître, des fois, ça paraît très... on dit, c'est pas possible, quoi. Tu es en vacances, tu es en week-end et tu cuisines encore. Et oui, parce que ça, c'est un plaisir pour moi, hein, encore, de cuisiner pour la famille. Les plaisirs, ils sont aussi dans le voyage. J'aime bien voyager, j'aime bien découvrir des autres cultures, d'autres pays, d'autres villes. Voilà, les petits plaisirs, c'est les hôtels aussi. J'adore les hôtels, j'adore les beaux hôtels, j'adore être bien dans un hôtel. Ça, quand je voyage, en général, je choisis toujours de beaux hôtels. Après, j'ai des plaisirs tout simples comme écouter de la musique. Lire, regarder un bon film, comme tout le monde, quoi. Hein, voilà. Quand j'ai préparé cette émission, j'ai lu une interview de vous qui disait que petite, vous aimiez regarder votre grand-mère cuisiner dans le relais et château familial. Oui, mes grands-mères, hein, parce qu'il y avait ma grand-mère cuisinière, Louise, mais il y avait aussi ma grand-mère institutrice qui cuisinait très très bien, mais plutôt une cuisine familiale. Et c'est vrai que oui, j'aimais, mais j'ai toujours aimé même regarder les autres cuisiner. Je me souviens quand j'ai travaillé chez Alain Ducasse à Monaco, Louis XV, je passais mes services. Je travaillais au départ, je travaillais dans les bureaux, pas dans les cuisines, et je passais mes services dans un petit coin de la cuisine à regarder tout ce qui se passait, et c'était merveilleux. Qu'est-ce qui vous fascine dans les cuisines, le fait de voir les autres cuisiner ? Je sais pas, c'est à la fois de la curiosité, je pense, mais c'est aussi
quand c'est dans une cuisine professionnelle, c'est toute l'harmonie qui peut se dégager d'un service en cuisine, tout comment chacun s'accorde pour donner le meilleur dans une assiette. Après, quand c'est plus familial, on va dire, eh ben c'est regarder comment, voilà. En général, quand on cuisine, on le fait avec beaucoup de plaisir, justement, parce qu'on veut rendre les gens heureux. Donc, c'est toujours fascinant de regarder ça. Aujourd'hui, dans certaines cuisines parisiennes, dans certains restaurants parisiens, on voit les cuisines. C'est-à-dire qu'il y a une glace, une vitre qui est installée, on voit la brigade en cuisine s'activer. C'est vrai que c'est fascinant. Vous avez conscience c'est un ballet, en fait, la cuisine. Oui. Ben nous, on a des cuisines qui sont ouvertes comme ça, dans les 2 restaurants d'ailleurs. Et on a même une table qui est placée au milieu de la cuisine. Et c'est vrai qu'elle est assez demandée, cette table, parce que les gens aiment regarder, ont la curiosité de savoir ce qui se passe derrière ce rideau de la cuisine, parce que c'est vrai que c'est une espèce de ballet orchestré par un chef, et c'est toujours beaucoup de curiosité, beaucoup d'étonnement. Moi, j'ai longtemps eu dans mes cuisines mon bureau tout vitré, et quand les gens venaient me voir en plein service et qui se mettaient là dans ce bureau pour regarder ce qui se passait, ils étaient toujours très fascinés par cette espèce de complicité entre chacun, la concentration aussi beaucoup. On est souvent très très fasciné par la concentration qui reste, le degré de concentration qui règne dans une cuisine. Donc et puis comment chacun s'accorde, c'est une vraie harmonie. C'est assez surprenant. C'est la passion qui vous fait avancer. Vous décririez comme plutôt comme une femme passionnée? Je pense que je suis une passionnée, oui, ça c'est clair. Ça, je pense que j'ai la chance de vivre ma passion, d'en avoir fait mon métier, d'essayer de la transmettre. Mais ça c'est clair que je suis une passionnée. De toute façon, pour faire un métier comme ça, en plus quand on est une femme, mais même d'ailleurs femme ou pas femme, pour faire un métier comme ça, il faut être passionné. Il faut beaucoup de passion. C'est un vrai sacerdoce quand on rentre en cuisine, donc il faut de la passion. Toujours en préparant cette interview, j'ai découvert que vous aviez inspiré un des personnages de Ratatouille. C'est juste ou pas? Oui. J'ai inspiré le personnage de Colette, oui. Au moment où ils écrivaient l'histoire, où ils écrivaient les personnages, Pixar, le studio Pixar m'a appelé pour me demander de venir passer quelques jours en cuisine et m'observer. Et c'est ce qui s'est fait. Et à partir de là... est né le personnage de Colette. Et est-ce que vous reconnaissez dans les cuisines de Ratatouille la réalité de la cuisine que vous vivez? Alors, c'est un monde des cuisines d'il y a une vingtaine d'années où justement la hiérarchie était parfois un peu abusive, on va dire, des fois. Et je crois qu'aujourd'hui, ça a bien changé, mais ça n'empêche que voilà, on y reconnaît le monde de rigueur, de passion et de sérieux que peut être une cuisine de grand restaurant. Oui. On va passer au deuxième mot de cette liste qu'on a choisi pour vous, Hélène Darroze. Et ce deuxième mot, c'est équilibre. Alors équilibre, c'est ce que je recherche un peu tout le temps. Moi, en tout cas, c'est l'équilibre en général dans beaucoup de choses. D'abord dans la cuisine, parce que si une cuisine n'est pas équilibrée, s'il y a trop de sel et pas assez de poivre, s'il y a des déséquilibres dans les assaisonnements, dans les mariages, etc., c'est toujours un peu embêtant, ça marche pas. Et puis après, moi, je recherche toujours un équilibre dans tout ce que je vis, entre ma vie de maman, entre ma vie de cuisinière, entre ma vie de femme. Je pense qu'on est tous à la recherche d'un équilibre, c'est certain. Et que moi, en tout cas, l'équilibre, je le trouve en restant fidèle à ce que je suis, fidèle à moi-même, fidèle à des valeurs qui sont les miennes. Et c'est comme ça que je le trouve, en tout cas, je dirais. Et ces valeurs sont lesquelles ? Qu'est-ce que vous ne feriez jamais
pour acquérir plus de célébrité ou plus de... Voilà, Alors moi, je suis quelqu'un qui déteste mentir et tricher. Voilà, je suis quelqu'un qui déteste mentir et tricher, donc je crois que ça, c'est quelque chose que je ne ferai jamais. Enfin, je déteste le mensonge, je déteste... Et le mensonge, pour moi, ça va au-delà de mentir, de ne pas dire la vérité. Le mensonge, ça pourrait être quand on n'est pas d'accord avec ce qu'on vit, avec ce qu'on voit. Voilà, moi, tout ça, en tout cas, je veux plus. Je veux juste être dans la vérité, quoi. Après, il y a des valeurs de générosité, des valeurs d'honnêteté. Ça se rapproche de ne pas mentir, ne pas tricher. Voilà. Vous vous êtes déjà trouvé en porte-à-faux par rapport à ce que vous venez de dire, obligé de ne pas être fidèle à vous-même? Je me suis trouvée dans des situations, oui, où j'aurais pu l'être, mais chaque fois j'essaye de rectifier le tir parce que c'est trop douloureux pour moi. Mais il y a certaines fois, sans doute, où j'ai fait des choses un peu par force et pas forcément... mais bon, je crois que ça n'a jamais trop eu de conséquences, parce que là, j'en aurais été très malheureuse. Mais il y a des fois, on est parfois obligé de faire des choses dans lesquelles on ne croit pas trop. Mais ça m'arrive de moins en moins, en tout cas, ça c'est clair. Est-ce que vous avez eu l'impression, parce que vous parliez très justement de la difficulté d'équilibrer sa vie professionnelle et sa vie personnelle quand on travaille comme vous le faites, un travail très prenant et qui prend beaucoup de son temps dans la journée, comment est-ce que vous faites pour ne pas sacrifier cette part de personnel, cette part d'intime qui vous appartient à tous? Je ne sais pas si j'y arrive ou pas. Enfin, c'est vrai que des fois, c'est un peu au détriment de moi, de ma vie à moi, de ma vie personnelle de femme. C'est vrai que voilà, je vais peut-être un peu moins au théâtre et au cinéma que la moyenne nationale. Enfin, c'est vrai que il y a deux choses qui sont un peu mes priorités, et c'est mes petites filles, ça c'est hyper important pour moi. Et puis mon travail, quoi, c'est ce que je fais. Il y a quand même à peu près, je sais pas moi, 120, 130 personnes qui travaillent pour moi, donc il faut quand même que je sois là pour eux, quoi. Hein, ils dépendent de moi, donc j'ai cette responsabilité-là. J'ai 3 restaurants avec justement des équilibres économiques à trouver, donc j'ai cette responsabilité-là aussi. Et des gens m'ont fait confiance, m'ont prêté de l'argent pour investir, donc c'est sûr que je suis très investie dans mon travail et que du coup parfois c'est tout ça, hein, entre la vie de maman, la vie de chef d'entreprise et de cuisinière, c'est parfois un peu au détriment au sacrifice de choses que je ferai plus voilà. Mais bon, j'ai le temps de les faire un jour. Un jour, je lèverai le pied et je les ferai. Justement, quand on est chef d'entreprise, qu'on a la charge de 3 restaurants, dont 2 comme propriétaires, qu'on a plus de 100 personnes comme ça qui dépendent de vous. Vous parliez de famille tout à l'heure, plus de collaborateurs. Comment est-ce que vous vivez c'est pas un fardeau, mais en tout cas, c'est une responsabilité. Oui, c'est une responsabilité, mais heureusement, elle ne me prend pas la tête, quoi. Hein. Moi, j'avance avec mon cœur, j'avance avec mon instinct, j'avance avec mon honnêteté, en faisant les choses le plus justement possible sans trop penser justement aux responsabilités qu'il y a tout au-dessus de moi. Et c'est peut-être la meilleure façon de bien faire les choses, je ne sais pas, de ne pas réaliser tout ça. Abnégation et hyperactivité, c'est 2 termes qui reviennent fréquemment dans la bouche de ceux qui vous connaissent, qui vous décrivent. C'est comme ça que vous... Moi, je trouve ça un peu abnégation. Ça voudrait dire que je me nie moi-même. Une fois de plus, j'ai quand même la chance de faire de la cuisine qui est ma passion, qui m'amène quand même à faire des choses assez extraordinaires, de rencontrer des gens assez extraordinaires, donc je ne sais pas si c'est une abnégation, parce que c'est quand même très épanouissant, ça. Voilà. Et puis hyperactivité,
pour moi, c'est pas de l'hyperactivité. C'est sûr qu'il y a des moments plus intenses que d'autres ou quoi, mais enfin, pour moi, en tous les cas, ça ressemble pas à de l'activité, c'est juste ma vie et il y a des moments pour tout, il y a des moments pour travailler, il y a des moments pour se poser, des moments pour faire des rencontres, pour être ensemble. J'ai pas l'impression que... moi, j'ai pas l'impression d'entendre... Alors, je sais, hein, je comprends très bien que certains puissent dire ça, mais moi, j'ai pas l'impression qu'on parle de moi quand j'entends ces mots-là, sincèrement. On va passer au troisième mot, Hélène Darroze, qui est étoile. Étoile, on en a parlé tout à l'heure. Hein. L'étoile, il y en a eu une deuxième là qui fait la quatrième en fait, hein, puisqu'on a 2 étoiles à Londres et donc là ça fera 2 étoiles à Paris. C'est important dans notre métier, quoi, parce que c'est ça un peu qui codifie notre métier et que voilà, et que je ne vais pas vous dire que c'est pas des récompenses c'est des récompenses qui me touchent, qui me vont droit au cœur et voilà. Donc mais c'est pas non plus quelque chose pour lesquels auquel je pense en permanence, quoi. Mon métier, c'est de donner du bonheur. Et je pense plus à cet engagement-là qu'à l'engagement d'aller chercher des étoiles. Après, peut-être que tout est lié, j'en sais rien, mais voilà. Et voilà. Puis étoile aussi, ça veut dire, moi, je suis sûre qu'au-dessus de moi, j'ai des bonnes étoiles qui me guident et je suis persuadée d'être guidée par des bonnes étoiles et qui me montrent le chemin et qui, quand je m'écarte un peu du chemin, me remettent sur le droit chemin. Ça, je suis persuadée de ça. Est-ce que vous donneriez un nom à ces bonnes étoiles? Ah ben, moi, j'ai toujours dit que j'avais l'Anjana au-dessus de moi. L'Anjana, je pense que c'est ma grand-mère. Hein, mais voilà, c'est le nom que je lui donne en tout cas. Il vous conforte dans vos décisions. En tout cas, vous sentez que vous êtes, il y a quelque chose au-dessus qui vous guide? Ouais, je pense qu'il y a quelque chose, oui. Enfin, en tous les cas, je sais toujours me raccrocher à ce quelque chose qui sait m'apaiser, qui sait me faire prendre du recul et qui, du coup, m'amène certainement sur un chemin plus serein parce que j'ai pris du recul, quoi. Vous êtes juré d'une émission Top Chef qui a fait de vous une star, alors star étoile. Comment est-ce qu'on garde les pieds sur terre quand on est depuis 7 ans le visage, en tout cas un des visages, mais un visage, le visage féminin de la cuisine française? Alors, star, c'est un grand mot pour moi. Hein. Je n'ai pas trop l'impression d'être une star, mais bon. Garder les pieds sur terre, c'est tout simple. Hein. Je suis qu'une cuisinière. Hein. Je ne suis pas grand-chose de plus. Voilà, donc j'ai pas révolutionné l'humanité. J'ai pas inventé. Voilà, je fais juste la cuisine et j'essaye de donner du bonheur aux gens et voilà, et je garde les pieds sur terre parce que c'est que ça, quoi. Hein. Et puis je vais vous dire, si je gardais pas les pieds sur terre, je peux vous dire que j'ai des gens autour de moi qui me feraient vite revenir sur terre. Donc ça, c'est très très bien. Je pense que je suis entourée de gens, ma famille d'abord, qui si j'avais perdu un peu les pieds sur terre, si j'avais un peu déconnecté d'une certaine réalité, je pense ou d'une certaine honnêteté, d'une certaine droiture, je pense que très vite, on me l'aurait fait remarquer. Donc, pour ça, j'ai eu beaucoup de chance. La Bonne Étoile, c'est aussi une association que vous avez cofondée avec Laetitia Hallyday qui prend en charge des mineurs vietnamiens laissés pour compte. J'imagine que ça vous tient à cœur. Oui. Ben, c'est une association qu'on a... Oui, c'est ça, qu'on est toutes les deux mamans de petites filles qui sont nées au Vietnam. Et un jour, on a voulu rendre à ce pays ce qu'ils nous avaient donné en participant en créant une école, en participant à la réfection de
d'orphelinat, de salles de rééducation, de choses comme ça. Et puis voilà. Et puis peu à peu aussi, l'action s'est étendue à des choses en France. Et voilà, c'est une jolie association où l'enfant est au centre de l'action et c'est bien. On est heureuse de faire ça, ouais. Vous pensez que quand on a beaucoup reçu, il faut savoir redonner ? Mais même si on n'a pas reçu, je pense que de donner, c'est essentiel, quoi. On est là pour les autres, on n'est pas là pour soi, quoi. Je pense que oui, donner, c'est une fois de plus, cette notion de partage m'est très très chère, quoi. Vous aimez pas qu'on vous qualifie comme une femme, l'abnégation, l'hyperactivité, vous vous reconnaissez pas là-dedans, mais est-ce que générosité est un mot dans lequel vous vous retrouvez J'espère. En tous les cas, oui, les gens qui me connaissent bien, c'est un des premiers mots qu'ils emploient pour parler de moi, donc j'espère, parce que c'est tellement plus facile de donner que de prendre, que... Voilà, donc j'espère que générosité, oui, c'est quelque chose qui me qualifie. Est-ce qu'on peut être un bon chef ou une bonne cuisinière sans être généreux ? Je pense que tous les chefs, tous les bons cuisiniers sont généreux. C'est pas possible autrement. Si on fait ce métier-là sans vouloir donner, c'est sans vouloir, mais donner au-delà de donner, quoi. Hein. Non, je pense que la cuisine est vraiment un métier de générosité. Étoile, c'est aussi le talent. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir d'où vient ce talent ? Parce que même, vous l'avez dit, vous ne vous destiniez pas à la cuisine, même si votre milieu familial est ancré là-dedans. Vous êtes lancé avec l'aide, en tout cas Alain Ducasse, vous avez ouvert les portes de sa cuisine. D'où vient ce talent qui est quand même le vôtre ? C'est beaucoup de travail, certes, mais il y a un talent au départ. Je pense que c'est un peu dans mon ADN quand même. Je suis la 4e génération d'une famille de cuisiniers. Et je pense que j'ai hérité quand même d'un certain talent de cette famille, quoi. Hein. Je pense qu'il y a ça. Puis après, le talent, ça se travaille aussi. Hein. C'est beaucoup de travail. Hein. C'est pas comme ça. C'est vrai que même si je suis très instinctive dans la façon de faire mon métier, ça n'empêche que je travaille aussi beaucoup. Je bûche, comme je dis, quoi. Hein. Ça se fait pas tout seul. Hein. Donc le talent, il faut l'entretenir, ça c'est clair, quoi. Hein. On va passer au 4e mot, Hélène Darroze, qui est pardon. Je pense que je sais pardonner, mais c'est quand même difficile pour moi quand quelque chose s'est passé qui m'a meurtri, qui m'a fait... c'est quand même difficile pour moi de revenir à la case départ et comme si rien ne s'était passé. Voilà, mais bon, ça n'empêche que je ne suis pas une méchante, quoi. Je ne suis pas une rancunière, je passe à autre chose, mais bon, voilà, à un moment donné, je dis stop, quoi. On sent chez vous une vraie générosité, une vraie gentillesse et en même temps une vraie fermeté. C'est-à-dire qu'on se dit que pour arriver là où vous êtes arrivé, il ne faut pas qu'on vous marche sur les pieds non plus. Ouais, c'est sûr que je ne me laisse pas faire. Une fois de plus, c'est d'être en accord avec moi-même. J'ai des convictions et je pense que... elles sont pas malhonnêtes. Je sais où je peux aller et peux pas aller, où je veux aller ou je veux pas aller. Et donc, du coup, c'est peut-être pour ça qu'il faut pas me marcher sur les pieds, je sais pas. Est-ce que quand on est femme dans ce métier, on est plus bousculé que les hommes ? Moi, je dis toujours, je suis la très mauvaise cliente pour dire ça, parce que j'ai jamais eu de... Je me suis jamais sentie inférieure, ou je me suis sentie en état d'infériorité, ou je me suis jamais sentie malmenée, maltraitée parce que j'étais une femme. Bon, voilà. Mais je sais pas, parce que je sais que j'ai des collègues féminines qui ne disent pas du tout la même chose. Mais moi, en tout cas, je suis mal placée pour me plaindre de ça, parce que je n'ai pas souffert de ma condition de femme. En tout cas, je n'ai pas... il m'a pas semblé... que j'ai été victime de discrimination ou de choses comme ça parce que j'étais une femme. Non, ce serait mentir. Et ce monde n'est pas plus dur. Alors, on dit souvent que le monde de la cuisine est dur. Est-ce que c'est une réalité déjà ?
Mais c'est pas un métier facile, c'est évident. C'est un métier où il faut beaucoup travailler, où on travaille aux heures où les autres s'amusent. C'est un métier assez physique, c'est un métier aussi assez stressant. Donc, c'est pas un métier facile, c'est certain. C'est pas un métier facile. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a chez vous une ligne assez inflexible qui fait que justement vous êtes passé à travers ces années et ces difficultés parce que vous n'avez pas connu que des réalisations. Il y a aussi la dureté du monde des affaires, la dureté du monde de l'entreprise, le fait que vous ayez des responsabilités, le fait que vous soyez première dans certains domaines, au sens première femme, première étoilée femme. Enfin, il y a une forme de pionnière. Oui, mais moi je suis une optimiste, je crois. Je suis vraiment une optimiste et j'ai cette capacité aussi à me dire allez, ça ira mieux demain. J'ai cette capacité à aller me retrouver de l'énergie à l'intérieur de moi. Voilà, je pense qu'il y a toujours du bon à trouver dans les choses, même les plus mauvaises, quoi. Donc, je suis persuadée de ça. Donc, même quand il m'arrive quelque chose de terrible, je me dis, mais il va ressortir quelque chose de bon de ça. Et c'est ma manière de voir les choses, de vivre, et voilà, et ça marche. D'où vient cette énergie, cet optimisme? Je lisais dans une interview du Pèlerin que vous aimez les lieux de culte parce que ce sont des lieux de ressourcement et que vous priez. C'est juste? Oui, alors moi déjà j'estime que quand je vis, je prie, quoi. J'estime que quand je travaille, c'est déjà une prière, quoi. C'est rendre grâce à ce que la terre nous a donné, c'est travailler les produits de la terre et en faire des belles choses et donner du bonheur aux autres. Donc j'estime que tout ça, c'est déjà une prière. Donc j'estime que presque chaque instant, c'est ce que je fais, c'est une prière. Voilà, après, je m'implique aussi beaucoup dans... on a parlé de la Bonne Étoile, mais dans plein d'autres associations. Donc, je donne beaucoup de moi. J'essaye de mettre ma petite notoriété ou mon petit talent je le mets pour aider des hommes, des causes. Donc ça aussi, j'estime que c'est une prière. Et après, oui, je prie... Je récite pas forcément beaucoup de prières, mais je prie. J'ai ma façon à moi de prier. Voilà, j'ai ma façon à moi de prier, de dire merci, de demander aussi, parce que la prière, ça peut être une demande, et que je pense que si on ne demande pas, de toute façon, on ne va pas obtenir. Et voilà. Et c'est vrai que je vais très souvent dans des lieux de culte. Particulièrement dans certains où dès que je suis à Londres, par exemple, je vais tout de suite dans une petite église à côté de mon lieu de travail, dans laquelle, je sais pas, je trouve une espèce d'énergie que je trouve pas ailleurs. Quand je suis triste, je vais me réconforter là. Quand je suis joyeuse, je vais remercier là. Quand je suis fatiguée, je vais me ressourcer là. Voilà. Est-ce qu'on peut vous demander ce que vous demandez dans ces prières quand vous êtes là au calme? Est-ce que c'est des prières d'intercession, vous demandez quoi? En général, je prie plus pour les autres que pour moi. Mais je prie... je sais pas, c'est pas souvent pour des faits exacts, parce que ça, voilà, mais c'est des choses beaucoup plus générales. Je prie souvent pour les autres. Souvent, je demande quand même à ce qu'on me montre le chemin. Quand j'ai des décisions à prendre, quand j'ai des choses avec lesquelles je me sens pas très très bien, je dis souvent, s'il vous plaît, montrez-moi le chemin, et voilà, ça c'est clair. Et puis après, je remercie beaucoup aussi. Il y a des moments, il y a souvent, j'ai un petit carnet à mon chevet et je dis les merci de la journée. Je faisais faire ça à mes filles aussi. Merci, voilà, mon 10 raisons de dire merci aujourd'hui, voilà, ou 3 raisons de dire merci aujourd'hui. Et ce fait de rendre grâce comme ça alimente aussi l'optimisme qu'on sent en vous? Je sais pas, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est la moindre des choses, quoi, de dire merci quand on reçoit. Toujours dans cette interview au Pèlerin, vous dites, alors je lis, je ne sais pas si c'est exactement les mots que vous avez dit, mais je pense que nous sommes tous des fils de Dieu et qu'il y a une part de lui en chacun de nous. Oui, mais ça c'est ce que je pense, oui, j'ai pu dire ça parce
parce que je pense que... Oui, je pense que Dieu est en nous, oui, ça je pense qu'un Dieu est en nous, ça c'est clair. Alors après chacun voit son Dieu mais oui, je pense que oui, je pense que je renie pas ces paroles-là, non. Il y a une part de co-créateur dans chaque homme. On participe à cette création qui est aussi la création que vous faites chaque jour dans vos cuisines. Oui, je pense que ça c'est... oui, je pense que c'est... tout ça c'est des dons de Dieu, oui. Merci Hélène Darroze. On arrive à la fin de cette deuxième partie de l'émission. Ne bougez pas, j'arrive. Tout va bien ? Oui. On arrive à la troisième partie de cette émission. Moi, quand je vous écoutais tout à l'heure, je me dis que générosité, c'est effectivement un terme qui vous convient bien et que vous êtes très tourné vers les autres quand même. Quand vous priez pour les autres. Quand vous parlez pas de vos collaborateurs, alors vous utilisez ce mot, mais vous parlez aussi de famille. Enfin, il y a quelque chose de très charnel et de très sensible chez vous, de chaleureux. On se dit que c'est comme ça que vous fonctionnez, en fait. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, je pense que je me soucie beaucoup de l'autre. Oui, je pense, oui. Et ça, c'est quelque chose qui vient de vous. La petite fille que vous étiez était déjà comme ça, la bonne élève que vous étiez ? Sans doute, je sais pas, je me souviens pas, mais c'est l'exemple que j'ai eu dans ma famille. Je pense que on m'a toujours montré cet exemple-là. On m'a toujours... L'autre avait beaucoup d'importance. On n'est pas là pour soi, on est là pour les autres aussi. C'est quelque chose que... Vous parlez de génération aussi chez les Darroze. Est-ce que vous espérez qu'il y ait une 5e génération au fourneau ? Je ne me pose pas la question. Oui, sans doute que oui, dans le fond, j'espère. Mais sincèrement, c'est pas quelque chose auquel je réfléchis tous les jours, quoi. La transmission n'est pas quelque chose d'essentiel ? Ou alors, en tout cas, elle se passe autrement. Si, j'essaye de transmettre, oui. Je transmets. Bon, mes petites filles, elles sont un peu trop petites aujourd'hui elles ont l'âge que vous aviez quand vous étiez dans la cuisine de vos grands-mères. Oui, et elles viennent avec moi dans les cuisines, et voilà. Mais moi, à cet âge-là, c'est pareil. Hein, je regardais ce qui se passait parce que j'aimais ça et tout, mais je savais pas après... Mais j'ai des neveux par contre qui s'intéressent, qui posent des questions, qui viennent me voir, qui viennent travailler avec moi, qui m'aident sur certains projets. Donc oui, j'espère leur transmettre quelque chose en tout cas. Ouais. La cuisine, c'est encore un art qu'on peut transmettre sans avoir fait d'école, ce qui est votre cas, puisque vous avez fait une école de commerce au départ. Oui. Le talent, l'intuition, ça peut fonctionner ? Je pense que oui, j'en suis persuadée. Ça, je pense que oui. Avec beaucoup de travail à côté, mais je pense que l'intuition, on n'a pas besoin, oui, Après, il faut quand même qu'on soit doué pour quelque chose dès le départ, quoi. Hein, mais je pense que l'instinct et c'est beaucoup plus important presque que l'apprentissage. Enfin, l'apprentissage, on l'acquiert, quoi. Alors que l'instinct, c'est... On l'a ou on l'a pas. Voilà, je pense, ouais. Et pourquoi est-ce que, venant de la famille qui est la vôtre, vous n'êtes pas tourné vers la cuisine ? Pourquoi est-ce que vous avez préféré faire Subdeco à Bordeaux ? Moi, on voulait même que je me tourne vers la pharmacie. Maman était pharmacien. Et tout le monde pensait, se disait, Hélène, elle sera pharmacien aussi, quoi. Hein, elle va faire... Est-ce que vous étiez bonne élève ? J'étais plutôt bonne élève, ouais. Donc se dit, elle va suivre les pas de maman. Et puis mon frère serait cuisinier dans la tête de tout le monde, et surtout celle de mon papa. Je pense que lui, il a été un peu déçu au départ, mais c'était ça, quoi. Et ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas passé comme ça. Comme quoi, en fait, il faut pas contrarier non plus l'instinct, Oui, ça c'est vraiment, c'est ce que je dis. Il y a souvent des mamans, des parents qui viennent me voir en me disant on est un peu inquiets, nos enfants veulent faire ci. Et moi je dis mais laissez faire, quoi. Il faut surtout pas passer à côté d'une passion, quoi. Hein. C'est laisser faire, laisser aller les envies, laisser courir les passions, quoi. Il y a rien de plus terrible que de contrarier une passion. Il n'y a rien de plus joyeux, heureux que de vivre sa passion. Dans ce contexte-là, un homme comme Alain Ducasse, qui vous a
fait entrer dans sa cuisine, qui vous a mis au fourneau, littéralement presque, vous le voyez comme un homme providentiel? Oui, je pense que c'est un homme qui a eu du flair. Je pense que c'est un homme qui s'est dit oui, je sais pas ce qui se serait passé si c'est lui en tout cas qui m'a dit allez hop, maintenant vous y allez là, foutez-nous la paix et allez cuisiner quoi. Maintenant arrêtez vos bêtises et voilà. Je ne sais pas s'il y aurait eu quelqu'un d'autre qui l'aurait fait à sa place s'il n'avait pas été là. Je ne sais pas si je l'aurais fait toute seule s'il n'avait pas été là. Bon, en tout cas, ça s'est passé comme ça. Et de ça, je lui en serai toujours reconnaissante. Ça, c'est clair. Est-ce que vous avez conscience que le fait que vous soyez une femme médiatisée, que Top Chef soit une émission qui est extrêmement populaire, ça peut permettre aussi ce déclic? Ce que Alain Ducasse a fait dans ses cuisines avec Hélène Darroze, vous, en tant qu'Hélène Darroze, vous pouvez le faire avec d'autres jeunes chefs? Bah, écoutez, à ma grande surprise, oui, j'en suis consciente, oui. Les premières fois, j'en revenais pas. La première fois, je m'en souviendrai très bien. On m'a arrêté une fois dans la rue. Je me souviens très bien. C'était rue Saint-Placide, dans le 6e. J'habitais à l'époque cette rue-là. Et on m'a dit, Madame, vous êtes mon inspiration, vous êtes mon idole, vous êtes... Et je dis, mais c'est pas possible, quoi. Et puis, ben oui, ça arrive depuis quelques années, ça arrive. Ben, je ne sais pas quoi en penser, je ne sais pas quoi vous dire, parce que c'est très intimidant. C'est oui. très... D'ailleurs, ça se sent. On sent que vous êtes surprise, en fait, presque. Oui, oui, par, oui, le fait qu'on bien vous demande sûr. des autographes ou qu'on vienne vous dire vous êtes, pour moi, quelqu'un de référence. Oui, ben, une fois de plus, hein, je ne suis qu'une cuisinière. Hein, je ne suis pas grand-chose de plus. Hein, mais voilà, bon, oui, ça me surprend toujours. Pourtant, ça arrive souvent. Mais c'est vrai que je suis toujours surprise et toujours un peu embêtée parce que j'ai envie de dire, mais voilà, ce n'est que moi. Et en même temps, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, vous apportez du bonheur. Oui, c'est peut-être la clé, ça. On est des marchands de bonheur, ouais, peut-être. Oui, peut-être. Et puis, c'est des marchands de bonheur qui sont tout à fait légaux et qui sont tout à fait... Voilà, qui rendent heureux et qui... c'est du plaisir, mais c'est aussi du bonheur, parce que le plaisir et le bonheur, on est d'accord, c'est pas la même chose. C'est pas tout à fait différent, c'est pas tout à fait pareil, oui. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Et moi, ce qui me frappe aussi, parce que je ne vous connaissais pas, je vous découvre aujourd'hui, c'est l'humilité dont vous faites preuve. Le fait d'être tout le temps à remettre les choses à leur place, ou en tout cas, vous pensez que c'est leur place. Oui, et puis à se remettre en question. Jamais rien n'est gagné, jamais rien n'est acquis. C'est évident. Pour moi, c'est une évidence. Je le dis toujours. Tous les matins, on recommence le frigo vide. C'est très imagé, hein, mais que ce soit dans la vie ou dans le métier, voilà, il faut recommencer à zéro en se disant qu'il faut toujours prouver quelque chose et c'est jamais gagné. C'est jamais gagné. Et l'humilité, oui, enfin l'humilité, ça fait complètement partie de moi, j'espère en tout cas, et c'est très naturel en tout cas. Et cette deuxième étoile que vous venez pour le Marsan, puisque vous avez déjà une étoile à Londres, enfin 2 étoiles à Londres, je me perds dans toutes vos étoiles. Ouais. Mais vous savez, parce que vous l'avez déjà vécu, à quel point je le disais tout à l'heure, à quel point c'est fragile et que ça nécessite un travail de tous les jours et que c'est presque plus de... Ouais, mais le travail de tous les jours, il n'est pas à cause des étoiles, il est à cause de cette responsabilité de rendre les gens heureux. Et il est aussi à cause de ce plaisir que je prends à faire de la cuisine et à faire ce métier-là et à donner du bonheur. C'est ça, c'est ça la fragilité. Sincèrement, moi en tout cas, mais je pense qu'on est tous pareils, on n'est pas omnibulés par ces étoiles-là qu'on a au-dessus de la tête. Moi, je ne les prends pas comme des épées de Damoclès ou pas. Moi, je ne me remets pas en question, je ne me lève pas le matin pour gagner ou conserver des étoiles. Je le fais parce que j'ai cette responsabilité et cette envie de toute façon, de rendre des gens heureux, de faire plaisir. Et quand vous parlez de conforter, quand vous parlez de signes qui vous confortent dans la bonne décision, le fait que vous sentiez que vous rendiez les gens heureux, que ça fonctionne, il n'y a pas plus tangible comme signe. Oui, il n'y a rien de plus... Ouais, voilà, quand je vois... maintenant que j'ai cette cuisine ouverte, justement, dans mon restaurant, et que quand je vois les gens sortir avec cette banane, ce sourire, et qu'on voit que c'est sincère, et qu'ils vous le disent, et qu'il n'y a pas de plus grand bonheur pour moi, c'est fabuleux, quoi. C'est clair.
Merci Hélène Darroze, merci pour ce bonheur que vous nous procurez tous les jours. Alors, je n'ai pas la chance de déjeuner ou de dîner tous les jours chez vous, mais pour l'avoir fait au moins une fois, je sais que c'est vrai, on sort avec une vraie légèreté, un vrai bonheur. Merci pour se distiller ces perles de plaisir. Merci à vous, merci également à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur kto-tv.com. À la semaine prochaine.